Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce nouveau Facebook Live des Sentinelles. Nous sommes là pendant 1 heure pour répondre à toutes vos questions sur le dépistage du cancer du sein. Donc, concernant vos questions, vous pouvez les poser directement en commentaire de la vidéo ou en message privé sur Messenger. Donc pour ce nouveau Facebook Live, nous accueillons Suzette Delaloge, donc, qui est oncologue médicale à Gustave-Roussy, à Villejuif, où elle est chef du comité de pathologie mammaire, c'est donc une spécialiste des cancers du sein. Et elle pourra aussi nous parler d'une grande étude européenne qu'elle coordonne, l'étude MyPeps, qui vise à mettre en place un dépistage personnalisé des cancers du sein. Et c'est une étude que soutient les Sentinelles. Donc dans un premier temps, Suzette va pouvoir nous parler du dépistage, donc le dépistage du cancer du sein, comment ça fonctionne, à qui il s'adresse, comment il est mis en place en France, et puis nous présenter cette étude MyPeps et pourquoi elle travaille à une évolution de ce dépistage pour l'adapter plus spécifiquement à toutes les femmes. À toi, Suzette. Merci Guillaume, merci les Sentinelles et merci d'être là à tous et à toutes. J'imagine qu'il y a un peu plus de toutes, mais les deux. Et bravo pour ce que vous faites tous, parce que je trouve ça assez fantastique cette association. Et donc je vais essayer de faire court pour qu'on puisse avoir le temps de pas mal de questions après. Donc, le dépistage du cancer du sein, évidemment, vous connaissez pas mal. Donc, je vais juste rappeler un petit peu les bases, pourquoi c'est comme ça, d'où ça vient, etc. Euh, c'est venu du fait que dans les pays occidentaux, l'incidence, le nombre de nouveaux cas de cancer du sein a dramatiquement augmenté dans les 20-30 dernières années, avec très rapidement des médecins qui sont aperçus que si on identifiait tôt un cancer, la probabilité de guérison était beaucoup plus élevée. Et donc l'idée s'est développée dans les années 80-90 d'identifier très tôt pour enrayer tôt, avoir des traitements plus légers et guérir plus. Et donc, il y a des études randomisées, donc des études tirées au sort. On a tiré au sort des personnes pour avoir ou pas du dépistage par mammographie qui ont été faites. Et puis, il y a des grosses études de cohorte et ça constitue un petit peu toute la science qui sous-tend les données actuelles. Toutes ces grosses études, globalement, elles sont assez anciennes. Elles ont surtout été conduites dans les années 90 et on utilise beaucoup des résultats d'études qui ont commencé pour certaines même dans les années 80. Et donc, on compare toujours des femmes à qui on propose une mammographie avec des âges et des rythmes différents et des femmes à qui on ne propose pas de mammographie ou dans certaines et on compare les deux et on ne regarde pas si elles le font ou pas finalement. Et donc globalement, les résultats de ces études disent que on diminue la mortalité par cancer du sein en proposant un dépistage systématique à des femmes. On diminue la mortalité par cancer du sein de à peu près 20%. On évite un décès par cancer du sein sur 5 dans une population globale. Si on regarde les femmes qui font réellement le dépistage, on est plutôt à 30% de mortalité par cancer du sein évitée. Donc ça, c'est vraiment le fondement. Il y a eu beaucoup d'études, ça a été considéré de façon diverse, il y a des critiques ici ou là, etc. Mais globalement, tous les grands experts internationaux reconnaissent à peu près ce fondement-là. Après, le problème de ce dépistage de mammographie, c'est que il a des inconvénients. Premier inconvénient, c'est que c'est bien, mais c'est pas génial. Ça n'évite qu'un décès sur 5. On voudrait tous que ça soit bien meilleur. Deuxième inconvénient, c'est qu'en fait, quand on fait des mammographies de dépistage, alors la mammographie s'est considérablement améliorée en 25 ans, mais malgré tout, on a des faux positifs, c'est-à-dire on va identifier des trucs, des petites images qui finalement seront bénignes. Donc soit on va trouver tout de suite qu'en fait, en faisant une échographie, c'est bénin et puis voilà, soit on va être obligé de faire une biopsie ou une surveillance et quand même ça génère des stress. Les biopsies, c'est pas un truc très difficile, mais si on peut s'en passer, c'est mieux quand même. Donc il y a ce côté faux positif qui génère des stress et globalement, il y a à peu près 3% des mammographies pour lesquelles il va y avoir une anomalie qui va nécessiter un examen en plus. Et la deuxième critique, c'est le surdiagnostic, c'est-à-dire que dans l'ensemble, sur une population sur laquelle on fait de la mammographie, on va identifier un certain nombre de cancers qui, sinon, n'auraient pas fait parler d'eux si on ne les avait pas trouvés. La femme aurait continué à vivre sans s'en apercevoir parce qu'il y a des cancers qui sont assez indolents.
Et on considère globalement, là aussi c'est très très discuté, mais qu'il y a à peu près 15% des cancers qu'on identifie qui sont des cancers de surdiagnostic. Et évidemment, on ne sait pas reconnaître lesquels c'est. Quand on est devant un cancer, on le traite, on ne peut pas faire autrement. À peu près 15% pour lesquels on va faire une chirurgie, des rayons, éventuellement un traitement anti-hormonal, alors qu'il n'y en aurait pas eu besoin. Donc ça, c'est une critique assez notable. Voilà. Et dernière chose, quand même, quand on fait des rayons de façon prolongée et répétée, en théorie, on augmente un tout petit peu en soi le risque de cancer à cause de ça. C'est vraiment infime, mais ça existe. Et donc, c'est notre problématique actuelle. Et en médecine, c'est très souvent comme ça. On a un truc qui est pas mal, évidemment, on aimerait bien que ça soit beaucoup mieux. Et donc, il y a différentes approches pour essayer d'améliorer le dépistage. On peut essayer d'améliorer la technique elle-même, donc faire de la mammographie qui est mieux, faire des techniques d'IRM, etc. Donc là, il y a de la mammographie 3D maintenant qui a l'air quand même un petit peu plus intéressante. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont en cours de développement. On peut discuter, il y a d'autres approches en cours qui sont de la recherche d'ADN circulant. Pour l'instant, c'est assez nul, mais ça peut venir dans le futur. Il y a d'autres approches, on peut parler de CADOG, etc. Et ça, c'est une approche. Une autre approche, c'est de se dire qu'au fond, il n'y a qu'une femme sur 10 ou 9 qui va faire un cancer du sein au cours de sa vie. Donc, du coup, on embête 10 femmes, enfin 9 femmes, soit 10 femmes, ou soit 9 femmes sur 10 ou 11 respectivement, à faire des mammographies pour rien. Et donc ça, c'est l'approche de MyPeps, c'est se dire si on est capable d'identifier les personnes qui sont plus à risque de faire des cancers du sein dans les années qui suivent, on pourrait leur proposer plus de dépistage, ça serait plus rentable pour ces personnes-là à titre personnel et au titre de la santé publique. Et pour les personnes à très faible risque, la valeur ajoutée du dépistage est trop faible, du coup ça vaudrait vraiment pas le coup de faire de mammographie. Et donc MyPEP, c'est ça, c'est une grosse étude européenne où on vise à démontrer qu'un dépistage en fonction du niveau de risque de cancer de la personne peut faire au moins aussi bien et si possible mieux que le dépistage standard où tout le monde, en fonction de l'âge, va faire des mammographies tous les 2 ans, etc. Et donc, pour évaluer le risque, on a quand même des outils qui sont beaucoup améliorés. Donc, on utilise des facteurs personnels, l'histoire personnelle d'imprégnation hormonale, l'histoire familiale, la densité mammographique, l'âge, c'est un facteur majeur, et du génotypage, c'est des données d'analyse des polymorphismes de l'ADN. Et avec ça, on est capable de pas mal prédire le risque un peu plus haut ou un peu plus bas de cancer dans les années qui suivent. Et on est capable d'identifier des personnes chez qui, clairement, avec un risque bas, il n'y a pas besoin de faire de mammographie tous les 2 ans, on peut en faire beaucoup moins souvent. Et d'autres personnes pour qui faire des mammographies plus fréquemment, voire même faire des IRM, ça a un vrai sens parce que le risque est plus élevé et avec des cancers potentiellement plus agressifs qu'on va identifier plus tôt, etc. Et donc, l'étude actuellement est ouverte. Il y a déjà un peu plus de 5000 femmes qui participent. Elle est ouverte dans 6 pays en Europe. Et en France, on est assez actif. On pourra en reparler si vous voulez. Et elle compare donc chez la moitié des personnes sont tirées au sort pour avoir continué le dépistage standard de leur pays. Donc en France, c'est une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Alors l'étude s'arrête à 70 en fait. Et ça, c'est le bras standard. Et dans le dépistage stratifié en fonction du risque, on va proposer un dépistage qui sera en fonction du risque de la personne. On suit ces personnes pendant 4 ans. C'est un suivi en ligne tout à fait simple. Les mammographies, les examens sont pris en charge par la sécurité sociale en France. Et au bout de 4 ans, quand tout le monde a participé pendant 4 ans, qu'on a les données de suivi, on analyse et on regarde est-ce que notre stratégie d'avoir dépisté en fonction du risque est meilleure, c'est-à-dire est-ce que on a diminué le taux de cancer de stade 2 et plus, donc de cancer avancé quand on fait un dépistage stratifié sur le risque, ou est-ce que c'est juste équivalent? Et puis, si c'est équivalent ou si c'est meilleur, est-ce que c'est pas trop stressant?
Est-ce qu'on a plus ou moins de faux positifs? Est-ce qu'on a éventuellement plus ou moins de surdiagnostics, etc. Donc, ça répond à beaucoup de questions. C'est financé, cette étude, par l'Union européenne. Donc, l'Union européenne a une liste de questions auxquelles on doit répondre avec l'étude. L'idée étant qu'à la fin de cette étude, on doit être capable de dire est-ce que oui ou non, c'est quelque chose, c'est un futur standard vers lequel on doit tendre dans tous les pays, ou est-ce qu'il faut rester au dépistage tel qu'il est actuellement. Voilà un petit peu où on en est du dépistage en général de façon raccourcie et de l'étude MyPEPS. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, déjà quelques petites questions on a parlé donc, du dépistage. Tu disais que donc, le dépistage n'est pas forcément le même dans tous les pays, et un des paramètres qui va changer, et qui a suscité déjà quelques questions sur Facebook, c'est ce qu'on appelle les bornes d'âge, c'est-à-dire à quel âge on va commencer à dépister et jusqu'à quel âge on va. Aujourd'hui en France, tu l'as dit, c'est entre 50 et 74 ans qu'on va proposer une mammographie sur les 2 ans. Donc, comment on a décidé de ces bornes? Est-ce qu'elles peuvent évoluer? Parce qu'on sait voilà, que parfois, on va pouvoir détecter un cancer avant cet âge-là et après. Donc, pourquoi on a décidé de fixer ces limites d'âge? En fait, ça vient de comment les études qui sous-tendent tout ça ont été construites. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été construites qui commençaient à partir de 50 ans. Donc, de 50 à entre 69 et 74 ans, selon les études, on a un très bon niveau de démonstration de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on diminue la mortalité spécifique, la mortalité par cancer du sein d'à peu près 20%. C'est très clairement démontré dans cette tranche d'âge. Et à l'échelle de la population générale, donc de la santé publique, ça vaut le coup. S'il y a beaucoup de femmes qui participent, on va éviter des décès, et globalement, en termes de coût de la santé, ça sera intéressant. Donc, il y a un aspect médical et il y a toujours un aspect coût de la santé également. On va commencer par la tranche plus âgée. Au-delà de 74 ans, il n'y a aucune étude. Donc, en fait, il est fort probable qu'un dépistage comme ça, au-delà de 74 ans, ça continue à avoir du sens, mais tout est dans le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'au-delà de 74 ans, il y a de plus en plus de femmes qui vont avoir des cancers indolents pour lesquels, si on ne les trouve pas, elles ne seraient pas embêtées. Et donc, on va avoir de plus en plus un taux de surdiagnostic très élevé. Et d'autre part, on risque de trouver des cancers où on va créer des effets secondaires avec nos traitements qui sont de plus en plus importants. Et donc, globalement, à l'échelle d'une population, tous les pays du monde s'entendent pour dire qu'au-delà de 74 ans, proposer à tout le monde, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a des gens qui ont d'autres problèmes médicaux majeurs qui sont au premier plan. Voilà. Et donc, globalement, par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'un dépistage individuel au-delà de 74 ans chez quelqu'un qui est en bonne santé et qui comprend bien les bénéfices et les risques, ça continue à avoir du sens. Des fois, il faut reconnaître que des fois, c'est bizarre. On a des femmes de 88 ans qui arrivent avec un foyer de microcalcification de 5 mm. Juste, on se dit, mais là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais une fois qu'il est là, on est obligé de le traiter, etc. Donc, parfois, on a l'impression de faire trop, c'est vrai. Donc, tout est dans le rapport bénéfice-risque, et je pense qu'il faut bien connaître les bénéfices et les risques pour choisir soi-même avec son médecin. Pour les femmes plus jeunes, en fait, il y a moins d'études, et globalement, dans l'ensemble des études, on n'a pas une démonstration très formelle du bénéfice. Par exemple, il y a une grosse étude anglaise qui vient d'être publiée là en 2020, et dans l'ensemble de la population des femmes de 40 à 50 ans, ils observent une diminution de la mortalité par cancer du sein, mais c'est pas tout à fait significatif. Et donc, ça a l'air réel, mais c'est pas tout à fait significatif. Donc, stricto sensu, au sens des statistiques pures, l'étude n'est pas positive. Et donc, normalement, on ne devrait pas la transposer directement. Et donc, globalement, le problème entre 40 et 50, c'est que le risque de cancer du sein est bien moindre. Il y a beaucoup moins de cancers. Donc, on va avoir beaucoup plus de faux positifs, de biopsies pour rien, de personnes qu'on inquiète, etc. Le problème des surdiagnostics, il est sûrement beaucoup plus faible. Et donc, entre 40 et 50, un dépistage beaucoup plus individualisé, ça a un sens absolument majeur. Actuellement, en France, c'est un peu ce qu'on fait. Il y a des femmes qui se font dépister entre 40 et 50. C'est surtout sur prescription des gynécologues, pas forcément en fonction de leur risque individuel, mais plutôt en fonction des convictions du médecin ou de la personne elle-même. Donc, on est un peu biaisé.
Avant 40 ans, la mammographie, c'est dangereux. Il ne faut pas faire de mammographie systématique avant 40 ans. Ça ira dit. Le sein est très sensible aux rayons avant 40 ans. On sait que ça augmente beaucoup les risques de cancer. Donc avant 40 ans, c'est vraiment chez des femmes à très haut risque. On va proposer des IRM, des échos et le moins de mammographie possible. Voilà un petit peu où on en est. Alors, en termes de dépistage, il y a quelques sentinelles qui nous posent la question de l'autopalpation. Voilà. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour toutes les femmes? Et voilà, comment pratiquer? Alors, on est toujours d'un point de vue très scientifique. L'autopalpation, scientifiquement parlant, on n'a jamais démontré que ça servait à quelque chose. C'est quoi servir à quelque chose en santé publique? C'est diminuer la mortalité par cancer. Et donc, il n'y a aucune étude qui démontre que ça diminue la mortalité par cancer. Et donc, c'est un vrai problème parce que l'autopalpation, c'est pas très sensible, on rate plein de trucs. Et c'est pas très spécifique. C'est-à-dire, n'importe qui s'est autopalpé, surtout chez les femmes jeunes, sait qu'on va trouver des tas de trucs en fonction du cycle menstruel. Et donc là, on a un taux d'inquiétude qui est absolument majeur. Et donc globalement, l'autopalpation ne peut pas être recommandée à l'échelle de la population générale par aucune autorité de santé publique. Après, à l'échelle individuelle, si on n'est pas trop stressé, qu'on a bien appris à le faire, moi je me fais de l'autopalpation régulièrement. Je pense que ça peut avoir un intérêt. On a régulièrement des femmes qui ont autopalpé leur cancer et très honnêtement, je pense elles se sont sauvées la vie. Mais c'est pas pour ça que c'est bien pour tout le monde, parce qu'il y a aussi régulièrement des femmes qui s'inquiètent énormément pour un kyste banal et ça peut vous embêter beaucoup, quoi. Avoir des inquiétudes comme ça, élever son niveau de stress, c'est pas une bonne chose. Donc si on a envie de faire de l'autopalpation, c'est absolument ouvert, bien sûr, il faut juste apprendre à le faire et pas être trop stressé. D'accord. Dans le processus de dépistage aussi, tu as évoqué la question des biopsies. À quel moment elles interviennent? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut faire des biopsies plus rapidement? Est-ce que ça peut avoir une utilité? Alors quand on trouve une anomalie, c'est hyper classifié la mammographie. Euh, on sait exactement la classer dans une classification qui s'appelle BIRAD, ACR, de l'American College of Radiologists. Et donc 1 et 2, c'est bénin, c'est absolument normal. Les niveaux de certitude sont absolus, c'est absolument génial. 3, ce qui est une image, elle est très probablement bénigne à 98%, 97, mais il faut faire un contrôle pour être sûr qu'elle soit bénigne, pour vérifier qu'elle ne bouge pas dans les mois qui suivent. Et là, c'est un peu stressant parfois. Donc les ACR3, selon le stress de la personne ou le contexte, des fois on les biopsie ou des fois pas. Euh, en fait, dans les 3% pour lesquels c'est un cancer, en général, c'est un cancer très peu agressif. Donc, c'est pas du tout gênant de faire ça. Mais il y a un côté aussi stressant, c'est-à-dire on recontrôle et souvent il faut recontrôler pendant 2 ans. Donc, de plus en plus, les ACR3, les radiologues, les biopsies, parce que c'est plus simple aujourd'hui de faire une biopsie. Une biopsie, ça se fait en quelques minutes sous anesthésie locale. C'est pas globalement le niveau de douleur est vraiment très faible aujourd'hui, donc c'est vraiment faisable. Quand c'est ACR4, c'est une image qui est quand même très suspecte, mais pas à 100% suspecte. Donc là, il faut absolument faire une biopsie. Il faut la faire rapidement. Aujourd'hui, en France, l'accès à la biopsie est très rapide. Dans les 10 jours, on peut avoir une biopsie, je pense, à peu près partout sur le territoire. Et après, la réponse le plus vite possible. Nous, on a installé depuis longtemps un système de diagnostic en un jour pour gérer ça, le stress et l'attente des résultats. Parce qu'en fait, ce qui est embêtant dans une biopsie, c'est d'attendre pour la faire et une biopsie bénigne, s'entend, et d'attendre le résultat. Si on a un truc bénin, c'est hyper important de le savoir très vite. Si on a un cancer, bah, c'est mieux de le savoir vite pour rentrer dans le traitement rapidement, etc. Et quand c'est ACR5, ça ressemble vraiment à un cancer, mais il faut quand même une biopsie, bien sûr. Et là aussi, c'est vraiment important de le faire vite. D'accord. Pour revenir un peu à ce que tu disais au début, tu parlais d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Et même là, dans tes réponses, donc, tu parles d'IRM, d'échographie, de mammographie. Est-ce que tu peux expliquer un peu la différence et quand est-ce qu'on va être amené à utiliser tel examen? Alors, l'échographie, ça a été essayé en dépistage, parce que l'écho, c'est plus cool comme examen. Ça fait pas mal, ça comprime pas les seins.
C'est juste un truc qui glisse sur le sein. Mais ça prend du temps. Il faut un radiologue qui examine super bien. C'est très dépendant du radiologue, en fait. C'est très peu reproductible. Et l'écho, ça a été testé en dépistage, c'est très mauvais. La sensibilité est très mauvaise. C'est-à-dire, on rate énormément de choses par rapport à une mammographie. Donc, c'est pas bon du tout en dépistage. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas un cancer qui va être trouvé en échographie, hein. Ça existe, mais d'une façon générale, c'est un extrêmement mauvais examen de dépistage. L'IRM, c'est un super bon examen de dépistage, mais c'est trop sensible. L'IRM, d'abord, se prend une demi-heure, c'est fastidieux, il faut faire une injection, c'est quand même assez compliqué. Les radiologues, il faut des radiologues qui connaissent super bien et c'est trop sensible. Il y a énormément de faux positifs. On va avoir énormément d'inquiétudes et de biopsies pour rien. Et donc l'IRM aujourd'hui, on la garde pour des femmes qui sont à très haut risque, qui ont des anomalies génétiques comme BRCA1, BRCA2, etc., qui ont des très hauts risques en plus de cancer grave. L'IRM, c'est un extraordinaire examen pour ces femmes-là, en association avec la mammographie. En population générale, il y a quand même des études actuellement. Il y en a une qui a été publiée en 2020 qui essaie d'évaluer chez des femmes qui ont les seins denses où la mammographie est quand même un peu moins bonne. Est-ce que l'IRM, ça pourrait pas être bien pour ces femmes-là? Et donc, il est possible que dans les années qui viennent, les femmes qui ont des seins très denses pour lesquelles la mammo est pas très bonne, on la remplace par de l'IRM. Et c'est un protocole d'IRM raccourci. Mais pour tout le monde, ça va pas le faire, l'IRM. Donc ça, c'est les examens standards. Après, la mammographie continue à s'améliorer, le 3D, etc. Après, le reste, c'est de la recherche. Et on peut en discuter si tu veux. Alors peut-être avant une question d'une sentinelle, donc il me demande quels sont les critères qui peuvent orienter à faire une mammo avant 50 ans. Est-ce que c'est voilà, quand on a eu une mère, une tante, une grand-mère qui a été touchée, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui peuvent amener à ce dépistage plus précoce? Alors, c'est avant tout l'histoire familiale. Avant tout l'histoire familiale. Parce que l'histoire personnelle, c'est-à-dire si globalement, les antécédents personnels, c'est avoir eu pas de grossesse ou grossesse tardive, pas allaité, etc. Franchement, c'est la moitié de la population française, hein, parce qu'une grossesse tardive, c'est après 30 ans. L'âge médian de la grossesse, c'est à 30 ans actuellement en France. Donc, voilà. C'est QFD, la moitié de la population française. Donc, ces facteurs-là, ça sert à rien. Donc, en gros, on est plutôt sur les facteurs d'histoire familiale. S'il y a des antécédents au premier degré, en particulier avant 50 ans. Parce qu'un antécédent au premier degré après 50 ans, ça augmente peu le risque. Évidemment, si on a eu de la radiothérapie, une maladie avant, etc., ça, c'est pas mal. Il y a un truc qui est complètement informel, mais entre 40 et 45 ans, probablement, le rapport de bénéfice-risque de la mammo est pas très bon non plus. Après 45 ans, c'est sûrement plus intéressant. Et donc, il y a pas mal de gens aujourd'hui, mais c'est informel, qui disent que ça serait pas mal de faire au moins une mammographie à 45 ans pour vérifier que tout va bien et vérifier la densité mammographique. Parce que la densité, c'est un facteur reconnu, pas tout seul, mais quand on l'intègre avec les autres facteurs familiaux, etc. La densité, ça reflète un peu la génétique et un peu l'imprégnation hormonale. Et donc, ça serait peut-être pas mal de faire une mammo à 45 ans et ensuite réfléchir à est-ce qu'il faut en faire tous les 2 ans à partir de maintenant ou encore attendre un peu, etc. Ça, c'est aujourd'hui en standard. Juste une petite précision, quel est le médecin qui va nous dire s'il faut aller rentrer dans ce processus, voilà, de faire une mammo à 45 ans? Alors, aujourd'hui, c'est les gynécologues qui sont très porteurs de cette thématique et il y a pas mal de médecins généralistes qui connaissent bien. Donc, je pense que la première personne à qui poser cette question, c'est toujours le médecin généraliste. Si on a un gynécologue, on a toujours un point de vue un petit peu plus spécialisé, hein, c'est sûr. Après, il y a, voilà, dans les médecins, il y a des pour, des contre aussi. C'est un petit peu, c'est un peu cristallisé parfois. Mais donc globalement, tout médecin est là pour délivrer une information la plus objective possible. Et après, on peut trouver des infos sur le site de l'INCa, etc., pour la réflexion personnelle. Mais c'est surtout orienté sur est-ce que je dois participer au dépistage organisé à partir de 50 ans. Assez peu sur comment décider entre 40 et 50. Donc, je pense que c'est vraiment important d'en discuter avec son médecin personnel.
pour l'instant, c'est une étape utile. Ouais. D'accord. Alors, un peu dans le même sujet, une sentinelle nous fait part de son témoignage. Donc, elle nous dit que suite à 3 cancers du sein dans sa famille, son arrière-grand-mère, une de ses grand-mères et sa mère, il y a des études de génétique qui n'ont pas donné de résultats positifs pour le gène BRCA. Elle a aujourd'hui 40 ans, elle est suivie et elle se demande si elle doit faire une étude oncogénétique pour mieux connaître ses facteurs de risque. Alors, en fait, aujourd'hui, en génétique, on teste les personnes qui ont eu un cancer. Parce que, par exemple, si une personne a un cancer et que c'est en rapport avec une anomalie génétique prédisposante, chacun de ses apparentés au premier degré n'a que ou a 50% de probabilité d'avoir le même gène. Donc, on passe toujours par une personne qui a le cancer. Si on trouve l'anomalie, on va pouvoir proposer le test à tous ses apparentés. Si on ne trouve pas l'anomalie, ben, on va donner des conseils, mais on saura qu'on n'a pas trouvé d'anomalie génétique à ce stade. Si on passe par une personne qui n'a pas de cancer, la valeur du test génétique ne sera que pour cette personne, ce qui est déjà pas mal. Sauf que en France, les autorités de santé ne remboursent pas aujourd'hui le test pour une personne non atteinte dans l'ensemble, surtout s'il y a une histoire familiale et que le test a été fait, par exemple, chez la maman et que c'était négatif. Donc, il n'y aura pas de prise en charge parce que la probabilité de trouver une anomalie chez la personne est à peu près nulle. Il faut vérifier que la maman, par exemple, ait bien eu un test qui soit un test de dernière génération. C'est-à-dire dans les générations de tests génétiques ont changé il y a 2-3 ans de façon généralisée en France. Au lieu de chercher juste BRC1, BRCA2, on fait tout un panel et on cherche au minimum 6 gènes de prédisposition. Il y en a un certain nombre qui sont plus rares, mais il y en a un, par exemple, PAL-B2, qui est quand même relativement fréquent, et puis d'autres. Donc, ça vaut vraiment le coup que le test soit fait ou refait chez la maman avec le panel. Si vraiment c'est négatif, quand on a 3 antécédents premier degré comme ça, on rentre, ça dépend des âges au cancer, etc., mais on rentre quand même dans une histoire familiale assez importante. Et donc ça, il faut discuter aussi avec son médecin, mais en théorie, l'HAS, depuis 2016-2017, préconise, quand il y a une histoire familiale forte, de faire du dépistage par IRM aussi, même s'il n'y a pas d'anomalie génétique. Donc IRM plus mammographie tous les ans, si on rentre dans le cadre. D'accord. Et donc là aussi, en discuter avec son médecin Ouais, pour... et c'est recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Il y a des recommandations qui encadrent ça. C'est bien écrit, etc. Et c'était 2017. D'accord. Alors, une autre question d'une autre sentinelle, donc elle nous dit qu'elle a eu un cancer du sein à 68 ans et elle s'étonne de ne plus rentrer dans le parcours de dépistage organisé. Et elle nous dit même qu'elle a dû voilà, faire, donc elle a fait une dernière mammographie récemment, elle l'a fait dans le privé et donc elle a dû la prendre en charge, la payer parce qu'elle n'était pas prise en charge dans le cadre du dépistage organisé. Alors, comment ça se passe quand on a eu un cancer? En fait, pour les femmes qui ont un cancer du sein, il y a des départements qui continuent à les prendre en charge. Alors maintenant, c'est régionalisé, donc ça doit être les régions qui décident. Certaines régions prennent en charge les femmes dans le cadre du dépistage et d'autres non. Et donc, à ma connaissance, il y a beaucoup de départements qui prennent en charge les femmes dans le cadre du dépistage, même après cancer du sein. Euh, mais peut-être c'est remboursé qu'une année sur deux, parce qu'après un cancer du sein, on doit faire tous les ans. Les premières années, on est à 100%, donc ça veut dire qu'elle est plus à 100%, donc c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire que tout va bien. Mais malgré tout, il faut continuer des mammographies tous les ans quand on a eu un cancer du sein, parce qu'on est un peu plus à risque. Et donc, effectivement, il peut arriver que ça soit plus à 100% dans certains départements ensuite. Donc, je lui conseille dans ce cas-là d'écrire à son dépistage organisé en disant qu'elle sait qu'en France, certains départements ou certaines régions prennent en charge et elle ne comprend pas que pour elle, ça ne soit pas le cas. À mon avis, ils vont faire un effort. D'accord. Il y a une autre sentinelle qui nous pose une question aussi. Donc, suite à un cancer, lorsqu'on a subi une mastectomie totale avec reconstruction par prothèse suite à la découverte d'un cancer, quel est le moyen le plus efficace pour surveiller le sein reconstruit? Alors, on ne surveille pas le sein reconstruit pour chercher du cancer, on surveille le sein reconstruit pour vérifier la prothèse.
Et donc, il y a deux moyens. Le un, c'est l'examen clinique, ça c'est pour surveiller qu'il n'y ait pas d'anomalie de la peau, etc. Et le deuxième, donc il faut être examiné tous les 6 mois, les 5 premières années, tous les ans après. Et le deuxième, c'est l'échographie. Et l'écho, ça sert à suivre la prothèse, vérifier qu'elle ne fuit pas, etc. Puis ça vérifie un peu les ganglions, que tout va bien, etc. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de mammographie sur prothèse, il n'y a pas d'IRM, pas en standard, sauf si on a une suspicion de rupture de prothèse. D'accord. Alors, peut-être on va reparler un peu de MyPeps. Donc, tu disais l'objectif, tu dis qu'aujourd'hui, il y a 5000 participantes. Quel est l'objectif de nombre de participants total? Alors, au total, sur l'ensemble des pays, c'est, tenez-vous bien, 85 000. Donc, il en manque juste 80 000. En France, 20 000. Donc, là, dans les 5 000 participantes, il y a beaucoup de Françaises pour l'instant. Les autres pays ont commencé plus tard. Et comme chacun aura vu, on a eu une splendide crise coronavirus depuis mars qui a fait qu'on a repris les inclusions assez récemment avec une deuxième splendide crise de coronavirus. Et donc là, c'est en train de redémarrer à fond. La plupart des 5 000 sont en France. Donc en France, il reste un peu plus de 15 000 femmes à inclure. En France, il y a 35 départements qui participent. Donc c'est réparti sur le territoire. On a essayé de... Alors pourquoi il n'y a que 35 départements? C'est parce que ça passe, c'est dans le cadre du dépistage organisé. Les invitations passent par le dépistage organisé. On s'est complètement inséré dans le dépistage actuel pour que si jamais ça marche, ça puisse ensuite être généralisé très rapidement. Et tous les départements ne pouvaient pas participer. C'était impossible financièrement. On n'avait pas assez d'argent, malheureusement. Donc, on a essayé de faire attention pour avoir une représentation de toutes les régions, de zones rurales et de zones urbaines, un petit peu partout en France. Mais malgré tout, ce n'est pas tous les départements. Et donc, dans ces 35 départements, on a plus de 600 médecins investigateurs qui peuvent inclure les femmes. Sur le site internet, on trouve toutes les infos. Et dans ces médecins, il y a beaucoup de généralistes, des radiologues et des gynécologues. Et actuellement, en France, la moitié des inclusions ont été faites par des médecins généralistes. Et donc, je pense que c'est assez emblématique parce que c'est très particulier à la France où les généralistes ont un vrai rôle à jouer comme médecins de proximité. Je pense que c'est vraiment important. Ce sont des médecins de prévention globale et pas que sur le dépistage du cancer du sein. Alors que dans les autres pays, la structure est très différente. Dans les autres pays, il y a des centres de dépistage régionaux. C'est eux qui invitent les personnes, c'est eux qui font le dépistage, c'est eux qui font tout. Et les médecins généralistes n'ont rien à faire là-dedans. C'est une structure très automatisée. Donc, on est le seul pays où on a des médecins généralistes qui entrent dans la boucle, où on est beaucoup plus représentatif du territoire global, etc. Je pense que c'est assez important ce qu'on peut démontrer, nous, à l'échelle du pays, en termes de santé publique. Le problème étant de délivrer un message d'évaluation des risques des personnes. Je pense qu'évaluer un risque par un radiologue que vous ne rencontrez que pour le dépistage du cancer versus un médecin qui vous connaît, qui connaît les autres aspects de votre santé, qui connaît éventuellement l'histoire familiale, etc. Enfin, c'est un peu une vision ancienne. Je pense que c'est différent. Et on va pouvoir évaluer ça, mais la discussion sur le risque, la discussion sur le dépistage avec un médecin qu'on connaît, je pense que dans ces préventions, ces dépistages, les corps intermédiaires, c'est en gros les médecins, entre la santé publique et les personnes, ont un rôle assez important à jouer en termes d'explication, de partage, etc. Voilà. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque. Tu parlais pour l'étude MyPeps des conséquences des deux confinements liés à la crise sanitaire. Il y a eu pas mal d'articles et d'alertes d'un certain nombre d'instituts, de centres de soins en cancérologie qui ont alerté sur l'importance de continuer à se faire dépister dans ces conditions. Est-ce que tu peux apporter un témoignage sur comment ça s'est passé avec Gustave Roussy? Est-ce qu'en effet, tu as vu qu'on avait pris du retard sur le dépistage pendant cette année? Ouais, en fait, le problème majeur, je pense que le retard sur le dépistage, ça va pas être un problème majeur chez les personnes qui se font dépister en tout venant. C'est-à-dire qu'on va, en gros, il y a un gap, il y a 3 mois pendant lequel il y a, enfin 2 mois et demi pendant lequel il y a
n'y a pratiquement pas eu de dépistage fait, mais globalement, il y a un rattrapage derrière. Enfin, en Île-de-France, je pense qu'on ne va pas avoir de problème avec ça. Dans d'autres régions où il y a déjà des délais d'accès à la mammographie, c'est plus compliqué parce que les files d'attente sont un peu longues. Donc moi, je peux témoigner plus de l'Île-de-France, effectivement. Par contre, on a eu des gros retards diagnostiques, c'est-à-dire chez les personnes chez qui une anomalie était identifiée par le dépistage ou bien qui elles-mêmes avaient palpé une anomalie. On a vu arriver au mois d'août, de façon incroyable, énormément de personnes qui avaient des symptômes depuis le printemps ou qui avaient une mammographie au mois de février-mars, quoi. Et ça, c'est assez terrible. Donc, je pense que les autorités de santé ont quand même bien compris ça. Les messages ont été relativement différents. Et j'ai l'impression que là, dans ce deuxième confinement, on n'a plus du tout les mêmes problèmes. On a l'impression que les personnes continuent à venir en direct, que la peur est moins importante. C'était beaucoup par peur d'être contaminé. L'hôpital, ça apparaissait comme un lieu dangereux. Et c'est vrai qu'on on ne savait pas, même nous considérions que potentiellement l'hôpital était dangereux, hein, quand on ne sait pas. Là, je crois qu'on a appris beaucoup. Et donc, j'espère que ça va être limité. Je pense que ce confinement-là n'aura plus de conséquences d'accès aux soins pour les personnes. Et je pense que le problème du premier, c'était surtout de l'accès au diagnostic. D'accord. Pour revenir donc à l'étude MyPeps, parmi les facteurs que tu as évoqués dans le calcul du risque, il y avait ces fameux risques génétiques. Donc ça veut dire qu'à terme, tu envisages qu'on fasse la carte génétique de toutes les femmes pour calculer leur risque? Alors, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'en génétique, il y a deux génétiques différentes. Il y a des anomalies génétiques qu'on appelle des mutations. Enfin, maintenant, on dit altérations, c'est quand même plus joli. Des altérations, ce qu'on appelle autosomiques dominantes. C'est-à-dire, il suffit d'avoir un gène qui a une anomalie pour conférer un très, très haut risque de cancer du sein. C'est-à-dire typiquement ces gènes BRCA1, BRCA2, etc. Et ça, ce sont des anomalies très rares dans la population. Il y a une personne sur 600 qui porte une anomalie comme ça parmi les femmes en France. Donc ça, c'est très, très, très rare. Et en général, il y a une grosse histoire familiale avec des cancers qui surviennent jeunes, etc. Dans l'étude MyPeps, on ne teste pas la population pour les anomalies génétiques prédisposantes. C'est hors de question de faire ça. C'est une situation trop rare et en général, l'identification se fait par l'histoire familiale, etc. Ça n'a pas de sens et on considère qu'il est hors de question d'imposer à des personnes, entre guillemets, d'avoir un test génétique alors que l'impact pour l'immense majorité des personnes est nul. En plus, on sait que c'est compliqué au niveau génétique, on peut identifier des variants qui vont là aussi être peu clairs et stresser les gens, etc. Donc ça, on n'a pas cette génétique là. Par contre, il y a une autre génétique qui est la génétique des polymorphismes, qui est un truc qui est en train d'apparaître beaucoup pour expliquer la sensibilité des personnes à certaines maladies. C'est quoi les polymorphismes? Au lieu d'être une anomalie d'un gène présente sur une personne sur 600, c'est des petites variations des gènes qui sont très fréquentes dans la population. C'est-à-dire pour chaque gène, il y a divers variants et qui ont des fonctions un peu plus fortes ou un peu moins fortes, on va dire. Et on a pu identifier un certain nombre de gènes, enfin pas de gènes, parce qu'il y a des anomalies qui sont en dehors des gènes. Donc on appelle ça de polymorphisme sur l'ADN qui augmente un peu, chacun un tout petit peu, le risque de cancer du sein. Et on arrive à faire ce qu'on appelle un PRS, un score de polymorphisme, où actuellement on a 313 polymorphismes. Et quand on prend ces 313, on est beaucoup mieux capable d'identifier des personnes qui sont plus à risque et moins à risque. Et c'est très individuel, c'est-à-dire quand on a 313 polymorphismes d'une certaine façon, nos enfants n'ont pas les mêmes polymorphismes parce que c'est quelque chose qui est complètement rebattu. C'est pas un gène, c'est plein de gènes. Donc globalement, c'est pas quelque chose qui se transmet de façon héréditaire. Néanmoins, ça explique une petite partie des facteurs familiaux. Et donc, si on utilise ces polymorphismes en plus des autres facteurs personnels, familiaux, etc., on améliore pas mal notre capacité de prédire le risque de cancer du sein.
Mais il y a des personnes qui ont des polymorphismes qui augmentent le risque, mais qui, par contre, ont d'autres facteurs très protecteurs, donc finalement, vont pas être à haut risque, etc. Et ça, c'est quelque chose d'utilisable probablement dans le futur. J'espère que cette étude va le démontrer. Il y a 2 grosses études dans le monde et puis 2 autres études qui visent à démontrer ça. Mais c'est pas que pour le cancer du sein. On a des polymorphismes prédicteurs pour d'autres cancers, pour le diabète, pour certaines maladies neurologiques aujourd'hui. C'est quelque chose probablement qu'on saura pas mal utiliser dans les années qui viennent en santé pour améliorer notre capacité d'identifier les risques de maladie, de prévenir plus tôt, etc. D'accord. Alors pour revenir un peu plus au dépistage systématique, donc on reviendra à MyPeps après, il y a 2 témoignages de sentinelles qui se répondent un petit peu plus sur la question de la fréquence des dépistages. Donc il y a une sentinelle qui demande, elle se pose la question de faire des mammos tous les ans, mais elle a peur de provoquer un cancer sur l'autre sein. Et une autre sentinelle qui me dit, j'ai 66 ans, on m'a fait des mammos tous les ans car j'ai des seins extrêmement denses. Aujourd'hui, on m'a trouvé une anomalie au sein ACR3, donc la classification dont tu parlais tout à l'heure. Pensez-vous que cela vienne de toutes les mammos effectuées? Ah ça, on n'aime pas, nous, les médecins, qu'on nous dise qu'on est coupable, mais ça arrive. Alors, une anomalie ACR, je commence par la deuxième question, du coup. Euh, une anomalie ACR3, ça peut être totalement, totalement bénin dans 97% des cas. Euh, Si jamais on était dans les 3% où c'était un petit cancer, donc pris extrêmement tôt, parce qu'en général, c'est toutes petites anomalies, on serait incapable de dire si ce cancer il est lié aux mammographies tous les ans ou pas. Malheureusement, on n'est pas capable de reconnaître les cancers qui ont été induits par des rayons ou pas. Comment on sait que les rayons augmentent les risques de cancer? C'est si on regarde sur des centaines de milliers de femmes, on s'aperçoit que alors des dernières études américaines, c'était sur 1000 femmes qui font des mammographies tous les ans de 40 à 70 ans. Sur ces 1000 femmes, il y en a une qui va avoir un cancer du sein induit par ces mammographies faites tous les ans de 40 à 70 ans, ce qui est quand même très excessif, hein. Et donc, globalement, chez quelqu'un qui fait des mammographies tous les 2 ans, c'est bien moins. Voilà. Et donc, pour cette personne, si jamais elle a un cancer, j'espère pas et je pense pas avec le ACR3, on ne sera pas capable de dire si c'est de notre faute, enfin si c'est de la faute de la médecine ou pas. Et donc, c'est ça, le bénéfice-risque, c'est ça. C'est bien de connaître les risques quand on fait des examens pour savoir que on peut avoir des petits risques liés. C'est-à-dire pour protéger du risque de cancer grave, on peut chez d'autres personnes induire un petit sur-risque d'autre chose. C'est ça les modèles de santé publique, c'est toujours un peu comme ça. Et la première question, c'était ah oui, faire des mammographies tous les ans. Est-ce que c'est dangereux chez quelqu'un qui a eu un cancer du sein ou qui n'en a pas eu? J'ai compris qu'elle avait déjà eu un cancer du sein. Je t'entends plus. Oui, je pense, comment la question est posée, elle a l'air D'accord. pas claire. Est-ce qu'il faut refaire Et donc actuellement, quand on a eu un cancer du sein, on a un risque d'avoir un deuxième cancer du sein qui est plus élevé que la population générale. Et donc, on considère qu'une mammographie tous les ans, c'est vraiment important, à la fois pour surveiller le sein traité. Alors, si on a une mastectomie, on n'a plus besoin, euh, pour vérifier s'il n'y a pas une rechute locale et pour surveiller l'autre sein. Après, au bout d'un certain nombre d'années, on peut discuter de repasser à tous les 2 ans si le risque a beaucoup diminué, etc. Donc ça, c'est à discuter avec son médecin. Globalement, voilà, chez une femme qui a eu un cancer du sein, une mammo annuelle, ça confère pas un risque, ça confère pas de danger particulier. Ça fait pas beaucoup de rayons par rapport aux rayons qu'on donne pour la radiothérapie du sein, par exemple. D'accord. Mais c'est vrai que cette question de la fréquence interpelle, il y a aussi une autre sentinelle qui nous fait part de son témoignage. Donc, elle dit qu'elle a fait une mammographie en mai 2019. En juin, on lui a diagnostiqué un cancer triple négatif à l'issue d'une mammo de contrôle. Et voilà, elle dit que le cancer s'est très vite développé alors qu'à la base, c'était juste un kyste et qu'il est passé de 2 cm à 9 cm au mois d'août. Et donc, elle dit voilà, que ça peut aller très vite. Donc, voilà, toute cette question, pourquoi c'est 2 ans, pourquoi c'est pas un an, comment on a choisi cette fréquence?
On a choisi la fréquence parce que il y a des études qui ont été faites avec 2 ans, il y a des études qui ont été faites avec 1 an, et le bénéfice avec 1 an en France et dans la plupart des pays n'a pas été considéré supérieur. Aux États-Unis, il y a on va dire 40% des États où c'est tous les ans la mammographie à partir de 40 ans. Donc c'est avec les mêmes données, l'interprétation est quand même relativement différente. Donc dans les pays européens, globalement, on a considéré que le rapport bénéfice-risque était en faveur de 2 ans et pas de 1 an. Alors pour vous donner le niveau de complexité de l'interprétation, les Anglais, avec les mêmes données, eux, ils ont interprété qu'il fallait faire tous les 3 ans. C'est très anglais, donc ils font tous les 3 ans. Il n'y a jamais eu aucune étude avec tous les 3 ans, mais en fait, ils considéraient qu'en termes de coût, c'était mieux comme ça. Donc eux, ils ont un bien plus important problème de cancer d'intervalle. Et donc ce que notre sentinelle vient de nous décrire, malheureusement, c'est un cancer d'intervalle. C'est un cancer triple négatif. Typiquement, ça peut être un cancer d'intervalle. Et c'est là où on disait au début que la sensibilité n'est pas suffisante de la mammographie parce que malheureusement, chez les femmes qui font des mammographies, il y a à peu près 17% qui vont avoir un cancer, de celles qui vont avoir un cancer, pardon, qui va être un cancer d'intervalle, c'est-à-dire qu'il va être diagnostiqué entre 2 mammographies. C'est exactement ce qui lui est arrivé parce que certains cancers vont beaucoup trop vite pour une mammographie tous les 2 ans. Et donc, globalement, la mammo tous les 2 ans, c'est adapté à la majorité des cancers, mais pas à tout. Et donc, l'idée de MyPEP, c'est aussi ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'en utilisant des scores de polymorphisme et des facteurs familiaux et personnels, non seulement on identifie des personnes à haut risque de cancer, mais on essaie d'identifier des personnes à haut risque de cancer grave. Donc, pour l'instant, les données qu'on a sont que on est peut-être un peu plus capable d'identifier les personnes qui vont faire des cancers graves, dont les triples négatifs. C'est typiquement l'ennemi public numéro 1. On n'a pas encore beaucoup de données. C'est plus quelque chose qu'on espère avec des données initiales. Mais globalement, parmi les polymorphismes qui sont utilisés, il y en a qui sont des polymorphismes de risque de cancer triple négatif. Parce que ça, c'est un vrai problème. Et donc, chez des femmes à haut risque, on peut proposer des mammos tous les ans. Donc ça va, on augmente forcément la sensibilité, voire des IRM si le risque est très élevé, un peu comme on fait pour BRCA1, puisque pour BRCA1, on a un très haut risque de cancer triple négatif et l'IRM, ça marche extrêmement bien. Donc ça, c'est pour le futur potentiellement. C'est pas facile, hein. Ouais. Alors, vu qu'on est toujours dans le futur, si l'étude MyPeps débouche, qui pourrait faire ce calcul de facteurs de risque? Et est-ce que tu pourrais revenir? Donc, on a pas mal parlé de ces calculs de polymorphisme. Est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs sur lesquels aussi on peut jouer? Est-ce que la prévention peut aussi nous faire diminuer notre risque individuel de développer un cancer? Ah ouais. Et donc, le calcul du risque, il est automatique, c'est des scores, on rentre des données, on rentre son âge, l'histoire familiale, et c'est les femmes, dans MyPep, c'est les femmes qui rentrent elles-mêmes leurs données, hein. Et à partir de ça, ensuite, on fait un test salivaire. On envoie la salive à Ivry, à la Génopole, et à partir de ça, il y a un calcul intégré. Et donc, si ça passait en routine, ça voudrait dire qu'on pourrait proposer aux femmes à 40 ans, si elles ont envie, hein, de faire leur test génétique, de faire leur test salivaire, et on aurait un score de polymorphisme. Et les médecins, voire même les femmes elles-mêmes, un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est les médecins pourraient faire leur calcul de score de risque. Après, ces scores de risque, ils existent en ligne sur Internet, hein. Pas avec le génotypage, mais ils existent en ligne. Et donc ça pourrait être implémenté. Le score de polymorphisme, il ne va pas changer au cours de la vie. Par contre, le risque de cancer du sein, ça se réévalue régulièrement parce que ça change en fonction des imprégnations, de l'environnement, des hormones qu'on a rencontrées. Donc au moins tous les 5 ans, il faudrait réévaluer, ça c'est sûr, hein. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était. Et sur la prévention, est-ce qu'il y a Ah oui, certains oui, oui, facteurs, bien par sûr. exemple de l'imprégnation hormonale, voilà, ou je sais pas, ou Ouais. d'autres, l'environnement, l'activité physique, est-ce qu'il y a des choses qui sont prises en compte dans le calcul de risque de MyPEP sur lesquelles on peut jouer? Ouais. Donc, en fait, dans les facteurs de risque, ce qu'on sait, c'est identifier les facteurs qui augmentent le risque de cancer.
très honnêtement, ce qu'on ne sait pas bien aujourd'hui, c'est si agir sur ces facteurs, c'est sûr qu'à long terme, ça va diminuer le risque. C'est un peu, mais il y a clairement des choses. Par exemple, l'indice de masse corporelle après la ménopause, c'est un facteur de risque de cancer du sein. Donc, globalement, tous les épidémiologistes considèrent que maintenir un poids qui est dans la norme, avec un IMC jusqu'à 25, après 50 ans en particulier, ça a probablement un impact non négligeable sur la diminution du risque. Ensuite, en termes d'alimentation, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, mais la grosse cohorte Nutrinet Santé actuellement sort énormément de choses super intéressantes. C'est fantastique cette cohorte aussi de recherche. Et on commence à avoir des guides assez clairs de ce qu'il faut faire en termes d'alimentation, pas seulement pour maintenir un poids, mais également pour avoir une alimentation équilibrée qui diminue les risques de certains cancers. Alors c'est très vrai sur le cancer colorectal, les fibres, il y a plein de trucs sur le cancer colorectal. Sur le sein, quand même, il y a un certain nombre de données sur quelle alimentation équilibrée on peut avoir, etc. Donc, alimentation équilibrée, variée, pas de compléments alimentaires, mais faire en sorte de manger beaucoup de fibres, fruits et légumes, limiter la viande rouge, pas plus de 2 fois par semaine. Les laitages, il faut en prendre, ça diminue le risque de cancer du côlon. Et pas trop sucré. En fait, clairement, on est dans des mondes où on mange infiniment trop de sucre rapide. Et donc ça, c'est une partie. Avec ça, on va pouvoir influencer son risque, notablement, on va dire. Après, l'autre partie, c'est l'activité physique. Et là, c'est hyper clair aussi. Avoir une activité physique, c'est super important. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de courir ou de faire des marathons. Ça veut dire qu'il faut avoir chaque semaine plusieurs heures d'activité physique, soit marcher, faire du vélo, faire des activités ludiques, etc. C'est pas forcément, même pas forcément du sport. Ça peut être du ménage à fond, ou j'en sais rien. Enfin, marcher tous les jours, des choses potentiellement relativement simples. Et ça, c'est pas que pendant 2 mois. C'est notre grand problème, c'est que tout ce qu'on fait en général, c'est transitoire. Ça veut dire que c'est pendant longtemps. Et dernier truc, limiter l'alcool. Malheureusement, l'alcool est vraiment bien identifié comme un gros facteur de risque de cancer du sein. Donc, il faut limiter l'alcool, pas boire de l'alcool tous les jours et vraiment limiter sa consommation, ça aide beaucoup. Et ça, c'est vraiment très clair. Très bien. Toutes les choses qu'on doit faire tous les jours. Euh, sur l'étude MyPeps, donc là, tu parlais de la France, quels autres pays sont impliqués et pourquoi, voilà, comment vous avez choisi ces pays? Est-ce que c'est parce que voilà, ils avaient des systèmes de dépistage très différents? Et est-ce que l'objectif, c'est ensuite d'avoir une politique de dépistage commune à toute l'Union européenne? Alors, ouais, l'objectif, c'est clairement d'essayer d'homogénéiser. Euh, voilà, nous, on est des chercheurs qui croyons à une santé européenne, un accès pour tous. L'Europe, ça pourrait être un truc absolument fantastique à ce titre-là. Et donc, les pays qu'on a choisis, c'est les pays où il y a des chercheurs très engagés sur la question et qui ont un système de dépistage qui permettait qu'ils participent. C'est assez pragmatique. Mais effectivement, ça avait un côté très intéressant que les systèmes soient différents. Alors, c'est un vrai casse-tête, c'est incroyable parce qu'en fait, aucune étude de dépistage n'avait jamais été conduite dans plusieurs pays. C'était toujours dans un seul. Et plusieurs pays égale un délire total parce qu'il faut s'implanter dans chaque dépistage organisé. Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous donner. Le dépistage organisé est le plus compliqué au monde, probablement. Ça reste le système français. Justement parce qu'en France, on a des structures qui invitent, ça passe par les médecins traitants, ce sont des radiologues de ville qui font les images, et après, ça repasse par le médecin traitant, et donc il y a un espèce de circuit complètement. Bah, les autres sont beaucoup plus simples, comme on disait tout à l'heure. Il y a un centre, le centre invite, fait les images, fait l'interprétation, redonne les résultats aux personnes. Malgré tout, en France, on a des avantages aussi, hein. Par exemple, il y a une seconde lecture pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. C'est pris en charge à 100%, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Le radiologue donne les résultats tout de suite, il fait l'écho tout de suite. Et ça, pour certains pays, c'est genre miraculeux, quoi. Ça n'existe pas du tout chez eux. Donc d'un côté, administrativement, on est quand même un petit peu compliqué. De l'autre côté,
au niveau du service médical, on est top, honnêtement. Et je pense qu'on a des très bons radiologues, etc. Et les autres pays, donc c'est le Royaume-Uni, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir des Anglais. Et on a commencé avant le Brexit, mais ça pourrait continuer, ça pourrait avoir lieu même avant. Donc au Royaume-Uni, on a Manchester et Cambridge. Donc on a à la fois des très intellectuels et à la fois la population de Manchester sur le plan de la diversité, c'est hyper intéressant. On a la Belgique, wallonne et flamande, les deux. On a l'Italie, toute l'Italie du Nord en fait, et les Italiens ils sont très forts sur le dépistage et la santé publique. On a Israël, qui a un système de santé totalement différent. Et donc Israël rentre dans les appels d'offres européens. Et on a l'Espagne avec la Catalogne qui nous a rejoint tout récemment. Et donc c'est hyper intéressant en termes de complémentarité, etc. Et je pense que cette vision de la santé de la femme européenne, de la santé en général européenne, ça serait super intéressant. Après, vous aurez remarqué qu'on reste dans l'Europe de l'Ouest, dans les pays nantis qui ont accès au dépistage. On n'est pas dans certains pays d'Europe de l'Est, malheureusement, où le dépistage n'est pas implémenté. Il y a quand même un gradient en Europe non négligeable. Alors, pour revenir encore un petit peu plus au dépistage systématique, il y a une autre question d'une sentinelle donc, qui nous parle toujours de ce dépistage précoce. Donc, quand on ne rentre pas encore dans le dépistage organisé, on parlait des antécédents familiaux. Est-ce que c'est le seul paramètre? Est-ce que seuls les antécédents familiaux liés au cancer du sein sont à prendre en compte pour un dépistage avant 50 ans? Donc, à qui on peut proposer de commencer les mammos avant 50 ans? Quelqu'un qui aurait déjà eu des symptômes, qui aurait déjà eu une biopsie, qui aurait fait une mammographie et qui aurait les seins relativement denses. Et donc, ça lui donnerait globalement un risque un peu élevé. Et après, sur les facteurs personnels, ça se discute chez une personne qui aurait eu reçu beaucoup d'hormones, fait beaucoup de stimulation ovarienne avec une imprégnation hormonale assez prolongée, une pilule très très prolongée, etc. Mais c'est vrai que c'est très conduit pour l'instant par l'histoire familiale. L'intérêt de ces scores de risque, c'est que ça prend en compte d'autres choses, c'est-à-dire les antécédents personnels. Il y a l'histoire familiale, mais il y a les antécédents de biopsie, il y a le poids et la taille, il y a l'histoire hormonale, la contraception, les stimulations, etc. Et plus ce fameux génotypage. Donc je pense que sur un seul facteur, c'est assez difficile de décider, à part s'il y a une grosse histoire familiale, ça c'est assez clair. Avec un ensemble de facteurs, c'est plus simple parce qu'on arrive beaucoup mieux à identifier des personnes plus à risque et moins à risque. C'est vraiment le fondement de MyPeps. En attendant que ça soit généralisé, pour l'instant, on est vraiment beaucoup sur l'histoire familiale qui va beaucoup influencer les médecins à prescrire des mammographies plus tôt. Et d'ailleurs, pour revenir sur MyPeps, tu l'as peut-être dit, mais je ne me rappelle pas. À partir de quel âge les femmes participent à MyPeps? C'est-à-dire, Ça commence à 40 ans, MyPeps. 40. Et donc là, actuellement, on a 50% des femmes qui sont rentrées dans l'étude qui ont entre 40 et 50 ans. Donc c'est vraiment l'âge où la question est majeure, on le voit bien. Euh, et dans MyPeps, on a pas mal de femmes qui ont une histoire familiale, donc on voit que ce sont des femmes qui se posent plus de questions que les autres, hein, très très clairement. Et donc MyPeps, ça va jusqu'à 70 ans en fait. Euh, et ça a été fait pour que ça rentre, comme on est dans le système de dépistage organisé et qu'après on a 4 ans de suivi, on était obligé d'arrêter les inclusions à 70 ans pour pouvoir permettre d'aller jusqu'à 74 ans. C'est très pragmatique, hein. On n'avait pas le choix. Donc, ça veut dire que les femmes qui participent entre 40 et 50 ans, parce que tu disais le principe de MyPeps, c'est soit comparer le dépistage tel qu'il est organisé dans le pays ou le protocole MyPeps. Entre 40 et 50 ans, c'est soit MyPeps, soit… Alors, le standard officiel en France, c'est pas de dépistage. Ça, c'est le standard officiel. Après, il y a un certain nombre de femmes qui participent entre 40 et 50 qui continuent le dépistage qui leur a été proposé par leur gynécologue. Et globalement, le standard officiel, c'est pas de mammographie avant 50 ans. Donc, dans le cadre de MyPeps, ces femmes, elles auront une mammographie qui leur sera proposée dans tous les cas à la fin de l'étude, au bout de 4 ans, ou à partir du moment où elles dépassent les 50 ans, et ça sera remboursé par la sécurité sociale. Sinon, le standard actuellement en France, c'est pas de mammo avant 50. D'accord.
Il y en a pas Euh, mal qui en font, hein, on est bien d'accord. ouais, Une quarantaine de pourcents au moins. Ouais. d'accord. Eh bien, notre heure est terminée. Je ne sais pas si Déjà? tu, tu as un dernier message à nous faire passer sur la question. Sinon, Non, je voulais vraiment remercier Guillemette, remercier les sentinelles qui sont vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que vous participez beaucoup à faire avancer la recherche, pas seulement par votre participation concrète à des études, mais aussi par la réflexion que vous apportez, par ce niveau de générosité, par le caractère emblématique de toutes ces discussions et le fait même qu'une association comme ça existe. Et ça aussi, c'est un truc que les étrangers nous envient. C'est vraiment un truc assez incroyable. Donc, je voulais féliciter Guillemette et féliciter toutes les personnes qui sont dans ce webinaire d'être aussi intéressées à la recherche, qui est la chose la plus passionnante de la planète, bien sûr. Merci infiniment et une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. ben, merci à toi aussi pour ta disponibilité ce soir et pour toutes les précisions que tu nous as apportées. Donc pour les sentinelles, la vidéo sera disponible sur notre page Facebook très prochainement, également sur YouTube. Donc vous pourrez retrouver et reposer toutes les questions. On vous mettra quelques liens en commentaire de la vidéo pour participer à l'étude MyPEPS ou aussi pour donner plus d'informations sur le dépistage. On a parlé des sites de l'INCa, des études de nutriments de santé. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt, soit pour participer à certaines études qui sont toujours en cours sur le site des Sentinelles et pour un prochain Facebook Live dans les prochaines semaines. Je vous remercie et passez une très bonne soirée. Au revoir.